Le jour s'est levé gris et froid, avec une brise légère qui semble murmurer des condoléances. L'église est bondée, chaque banc est occupé par des visages solennels, enveloppés de noir, des regards abattus, masquant leur tragédie personnelle. Au centre, devant l'autel, un cercueil de bois sombre, orné d'une profusion de lys blancs, reflète la douce lumière des cierges. Pauline, la veuve, vêtue d'un impeccable tailleur noir, tient entre ses doigts tremblants un mouchoir de dentelle. À ses côtés, discrètement placé, se trouve Nicolas, son amant. Sa présence est un secret mal gardé, connu de peu et ignoré de beaucoup. « Tu vas bien ?» chuchota Nicolas en lui offrant son bras pour le soutenir. Elle hocha légèrement la tête, l'expression mêlée de douleur et d'anxiété. « Nous devons être forts aujourd'hui, plus que jamais, » répondit-elle, sa voix étant presque un murmure. La cérémonie se poursuivit avec des hymnes mélancoliques et des prières solennelles. Le prêtre parla de la valeur de la vie et de l'inéluctabilité de la mort, ces mots résonnant dans les voûtes de la vieille église. Pauline et Nicolas suivent la procession jusqu'au cimetière, en s'échangeant de temps à autre des regards, chaque pas leur rappelant le plan qu'ils avaient soigneusement élaboré. Une fois l'héritage réglé, ils pourraient enfin commencer une nouvelle vie ensemble, loin de ces ombres. Dans le bureau de l'avocat, l'atmosphère est à la fébrilité. Assis dans des fauteuils en cuir devant le lourd bureau en acajou, ils attendent l'arrivée du docteur Silvera, l'avocat de longue date de la famille. « Il s'est douté de quelque chose ?» demande Nicolas, la voix lourde d'inquiétude. « Antoine m'a fait confiance », répond Pauline en essayant de paraître sûre d'elle, « il n'a jamais rien su. » Le déclic de la porte annonce l'arrivée du docteur Silvera, un homme à la posture rigide et au regard scrutateur. Il salue Pauline d'un signe de tête formel et dépose le testament sur la table. « Bien, procédons à la lecture du testament comme il se doit », dit l'avocat en ajustant ses lunettes. Nicolas serre la main de Pauline sous la table, elle respire profondément, se préparant à ce moment qui va changer leur vie, mais rien n'aurait pu les préparer à ce qui va arriver. Le docteur Silvera déplie le testament d'une main ferme, ses yeux parcourent rapidement les lignes avant de commencer la lecture à haute voix. Pauline et Nicolas, assis devant lui, attendent le cœur battant, chaque battement étant l'écho de leurs espoirs et de leurs craintes. « Moi, Antoine Martin, saint d'esprit, déclare que ceci est mon dernier testament », commence l'avocat, la voix grave et sans émotion. Pauline serre la main de Nicolas, dont le visage reflète une anxiété presque palpable. Pauline et Nicolas échangent des regards, chacun essayant de trouver chez l'autre un signe de réconfort ou d'anticipation de ce qui va se passer. Enfin, le docteur Silvera aborde la partie qu'il redoutait et désirait le plus. « En ce qui concerne la répartition principale de mon important héritage », il marque une pause, regardant Pauline par-dessus ses lunettes, qui déglutit. « Je décide que rien n'ira à ma femme, Pauline Fonseca, ni à aucun individu ayant eu des relations illicites avec elle, qu'il soit identifié ou non. » Le silence qui suit est assourdissant. Pauline sent le sol se dérober sous ses pieds. Nicolas lui lâche la main, comme s'il avait été brûlé. Mais, comme lui, Pauline a du mal à formuler des mots, sa voix tremble d'incrédulité et de désespoir. Antoine m'a confié ses soupçons il y a quelques mois, il a engagé un détective privé qui a confirmé ses soupçons, il était dévasté, Pauline. Ce n'est pas possible, dit Nicolas, la voix chargée de frustration. Un recours? Je crains que non, répond sèchement le docteur Silvera. Antoine a été très clair et a pris des précautions juridiques pour s'assurer que sa volonté soit respectée sans contestation. Pauline se couvre le visage de ses mains, des sanglots s'échappent de ses doigts, la réalité de sa situation commence à s'imposer. Non seulement elle a perdu son mari, mais elle est maintenant déshéritée et exposée à tout ce qu'elle connaît. Nicolas regarde dans le vide, son projet d'avenir ensemble s'effondre devant ses yeux. « Si vous le permettez, j'aimerais vous laisser traiter ces informations, » dit le docteur Silvera en se levant, « je serai disponible si vous avez d'autres questions plus tard. » Lorsque la porte se referme sur l'avocat, le silence entre Pauline et Nicolas est empreint d'une profonde amertume et d'une grande déception, car ils savent tous deux qu'au-delà de l'héritage, c'est quelque chose de plus précieux qui s'est perdu dans cette pièce. Après le départ du docteur Silvera, Pauline et Nicolas sont restés immobiles, enfoncés dans leurs fauteuils de cuir respectifs. Le silence était une lourde barrière entre eux, chacun plongé dans ses propres pensées tumultueuses. Pauline fut la première à rompre le silence, sa voix étouffée par l'émotion. « Je n'arrive pas à croire qu'il savait, et qu'il s'est donné tant de mal pour que nous n'ayons plus rien, » murmure-t-elle en regardant la moquette sous ses pieds. « Nicolas,
l'air sombre, répondit d'un ton qui suggérait à la fois la colère et le désespoir. Je savais que nous aurions dû être plus prudents, mais maintenant, qu'allons-nous faire? J'ai tout laissé pour toi, Pauline. Elle a levé les yeux, rencontrant les siens. Je sais, et je t'en remercie, mais maintenant, il semble que nous ayons tout perdu. Mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Que allons-nous faire? La première chose à faire est de rester calme, dit Nicolas, essayant d'organiser ses pensées. Il y a peut-être un moyen de contester le testament, un détail juridique qui a été négligé. Pauline secoue la tête, pessimiste. Le docteur Silvera a dit qu'Antoine avait tout garanti légalement. Je ne pense pas que nous puissions faire quoi que ce soit. Et nous, demande Nicolas, la peur s'insinuant dans sa voix. Ça change tout entre nous, non? Pauline soupire, une expression de profonde tristesse s'empare de son visage. Je ne sais pas, Nicolas, je ne sais pas s'il y aura un « nous ». Après ça, tout ça, a été construit sur des secrets et des espoirs d'une vie que nous n'aurons jamais. Nicolas s'est levé, faisant les 100 pas, frustré. Alors, c'est tout? Après tout ce que nous avons sacrifié? Elle le regarda dans le dos, sentant le poids de la réalité écraser ses espoirs. J'ai besoin de réfléchir, nous avons besoin de temps pour voir les choses clairement. Du temps, murmura Nicolas, s'arrêtant pour regarder par la fenêtre. Le temps, murmura Nicolas en regardant par la fenêtre. Le ciel commençait à s'assombrir et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber doucement sur la vitre. Oui, répondit-elle, sa voix étant presque inaudible avec le bruit de la pluie. Le temps est peut-être la seule chose qu'il nous reste maintenant. Ils savaient tous deux que les décisions qu'ils prendraient ensuite détermineraient le reste de leur vie, mais dans ce moment de douleur et d'incertitude, l'avenir semblait plus lointain et plus sombre que jamais. Les jours suivants, la pluie n'a pas cessé, comme si le ciel lui-même partageait la tristesse de Pauline et Nicolas. Pauline s'est souvent retrouvée à regarder par la fenêtre de son salon les gouttes de pluie tracer des chemins aléatoires sur la vitre, réfléchissant aux tours et détours qu'avait pris sa vie. Dans un de ces moments de mélancolie, elle entendit sonner à la porte. Avec un soupir, elle se leva et se dirigea vers la porte. C'était Nicolas, visiblement abattu, mais avec une sombre détermination sur le visage. « On peut parler ?» demanda-t-il dès qu'elle ouvrit la porte, sa voix portant un poids de sérieux qu'ils avaient évité lors de leur dernière rencontre. Pauline acquiesce et l'entraîne dans le salon. « Bien sûr, Nicolas, assieds-toi. » Il choisit un fauteuil en face d'elle. Pendant un moment, seul le bruit de la pluie remplit l'espace entre eux. « J'ai beaucoup réfléchi », commença Nicolas, interrompant le silence, « à propos de nous, à propos de tout ce qui s'est passé, et, je suis désolée, Pauline, pour tout. » Elle le regarda, remarquant la sincérité dans ses yeux. « J'ai réfléchi aussi, » répondit-elle. « Et, honnêtement, je ne sais pas si je peux voir un chemin clair pour nous. » « Je comprends, » dit Nicolas, la douleur se lisant dans son expression, « il vaut peut-être mieux que nous nous séparions un moment. » Pauline sentit un pincement au cœur, mais elle savait qu'il pouvait avoir raison. « Peut-être que tu as raison, nous avons besoin d'espace pour réfléchir et guérir. » « Et l'argent, l'héritage ? » Nicolas demande, toujours à la recherche d'un peu d'espoir. « Je vais parler à un autre avocat, voir s'il y a quelque chose à faire, mais je ne m'attends pas à grand-chose, » explique-t-elle. Résignée, je dois commencer à réfléchir à la manière de reconstruire ma vie, avec ou sans l'héritage. Nicolas acquiesça, visiblement déçu, mais reconnaissant la logique de ses propos. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux faire appel à moi. Elle fit un petit sourire triste. Merci Nicolas, ça me touche beaucoup. Il se leva, hésitant, avant de se diriger vers la porte. Avant de partir, il se retourna pour la regarder encore une fois. Prends soin de toi, Pauline. Prends soin de toi, Nicolas, lui répond-elle, sentant la finalité de ses mots. Elle savait que les semaines, les mois, voire les années à venir seraient difficiles, mais pour la première fois, elle sentait qu'il y avait peut-être une chance de repartir à zéro, de construire quelque chose qui lui appartiendrait en propre, qui ne serait pas basé sur des secrets et des mensonges. La maison qu'elle avait partagée avec Antoine semblait maintenant grande et vide, chaque pièce résonnant des souvenirs d'une vie qu'elle préférait oublier. Déterminée à déménager, Pauline a commencé à emballer ses affaires, prête à laisser derrière elle non seulement la maison, mais aussi la ville qu'elle connaissait si bien. Par un après-midi humide d'automne, alors qu'elle emballe des livres, elle reçoit la visite de Laura, une amie de longue date qui s'était montrée distante pendant les mois agités. Laura,
Quelle surprise, dit Pauline en ouvrant la porte, entrez, s'il vous plaît. Laura entre, un bouquet de tournesol à la main. J'ai appris que vous déménagiez, j'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu d'aide, ou de compagnie. Pauline sourit avec reconnaissance. Merci, Laura, l'aide est la bienvenue, et la compagnie encore plus. Les deux femmes passent l'après-midi à organiser des cartons et des souvenirs. Entre les moments de silence et les conversations légères, Laura aborde enfin le sujet qu'elles évitaient toutes les deux. Tu es d'accord avec tout ça, Pauline? Je veux dire, après tout ce qui s'est passé? Pauline fait une pause, réfléchissant à la question. Je fais face, admet-elle, c'était un choc, bien sûr, mais je pense que c'était aussi une libération, je suis prête pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui est vraiment à moi. Laura acquiesça, comprenant, et tu sais déjà ce que tu vas faire? Où vas-tu? J'ai toujours aimé la mer, je vais essayer quelque chose de nouveau là-bas, peut-être ouvrir une petite librairie, comme j'en ai toujours rêvé. Laura sourit, soutenant sa décision, c'est merveilleux, et très courageux. C'est peut-être du courage, peut-être du désespoir, dit Pauline en riant, mais c'est un début, et j'en ai besoin. Tu as toujours été plus forte que je ne le pensais, Marie, dit Laura en posant une main sur la sienne, et je serai toujours là, quelle que soit la distance qui me sépare. L'après-midi s'est transformé en soirée et les cartons ont été empilés, prêts pour le déménagement. Pauline se sentait épuisée, mais une nouvelle énergie palpitait en elle, un sentiment d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une fois Laura partie, Pauline ferma la porte derrière elle et regarda la pièce presque vide. Il est temps de recommencer, murmura-t-elle pour elle-même, se sentant prête à affronter l'avenir, quel qu'il soit.